La liberté. D'un bout à l'autre du Canada, est-ce qu'on rit pareil? C'est la question qu'on se pose ici. Moi, c'est Coco Bliveau et je vous souhaite la bienvenue dans On rit pareil, une série balado réalisée par la Liberté et la Fédération des communautés francophones et acadiennes, dans laquelle on rassemble les voix de l'humour francophone. Dans chaque épisode, je reçois vos humoristes préférés du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des territoires du Nord-Ouest et du Québec. Ensemble, on jase, puis surtout, on explore ce qui nous distingue et ce qui nous rapproche. Puis, qui sait, peut-être même qu'on se taquine un petit peu. OK, assez jasé, place à l'épisode. Aujourd'hui, on parle de ce qui fait rire selon notre réalité francophone, dépendamment d'où on se trouve au Canada. Mais au-delà des différences, il y a une autre question qui se pose. À quoi ça sert, au fond, de faire rire en français? Est-ce que l'humour peut rapprocher les communautés, donner envie de parler français, créer un sentiment d'appartenance? Aujourd'hui, on va explorer ce qui fait rire ici et ailleurs, mais aussi ce que le rire permet de construire à travers tous nos francophonies avec nos invités. Je suis en compagnie de Improtéine, José Audet et Nive. Improtéine, c'est un collectif franco-ontarien d'humour et d'impro qui fait rire partout au pays depuis plus de 20 ans. Fait qu'on reçoit aujourd'hui un de ses 5 membres, Nadia Campbell. Nadia est animatrice et scénariste. Elle a été à la barre de nombreuses émissions et séries, notamment à TFO, TV5 et Bell Media, et a aussi signé l'écriture de plusieurs projets télé. Elle navigue entre humour, télé et documentaire avec une touche bien à elle et plusieurs nominations au prix Gémeaux. José Audet est basé à Yellowknife. Il est très impliqué dans la francophonie du Nord. De 2020 à 2023, il était à la barre du balado Pogné à Yellowknife, où il donnait la parole à sa communauté. On le retrouve aussi sur scène comme animateur d'événements franco-culturels et à la radio avec Radio Taiga. Il signe également des chroniques de voyage humoristiques dans le journal L'Aquillon et monte sur scène en anglais pour des soirées micro ouverts. Nive, d'origine juive marocaine, Nive passe de la musique à l'humour à la fin des années 2000 et se fait rapidement remarquer en assurant les premières parties de Gad Elmaleh puis de Louis-José Hood pendant plusieurs années. Depuis, il enchaîne les scènes, les galas, les apparitions à la télévision et tourne actuellement son premier spectacle solo. Pas besoin d'ajouter de la sauce. Alors, merci tout le monde d'être ici avec nous. Je suis trop contente. J'ai lu vos bios, mais j'aimerais quand même savoir, dans vos propres mots, c'est quoi votre rapport à la francophonie? Peut-être qu'on pourrait commencer avec Nive, justement, parce que je viens juste de finir avec ta bio. Alors, mon nom c'est Nive. Je suis né à Montréal en 1985. Ça va faire 41 ans là que c'est arrivé cette affaire-là. D'origine juive marocaine, mes parents sont arrivés ici comme jeunes immigrants de 22-23 ans avec le classique une valise et un enfant. Et ils ont choisi vraiment le Québec parce que mes deux parents au Maroc, ils étaient dans le Maroc français. Tu sais, je connais dans les années 60, c'était vraiment la France qui s'occupait un peu de ça. Donc, pour mon père, il m'a déjà dit la phrase, pour nous, le Québec, c'était l'Amérique et le rêve américain en français. Donc, ça a été un vrai choix pour eux de venir ici pour les opportunités, pour garder leur francophonie. Mes deux parents étaient profs, directeurs d'école. Donc, pour nous, ça a vraiment été central et ça nous a permis de développer notre culture, de développer notre appartenance au Québec, à la culture francophone, que ce soit par les galas Juste pour rire, par le hockey du Canadien à la télé. Et puis, moi-même, avant de faire de l'humour, je faisais de la musique. J'étais auteur-compositeur-interprète en français. C'était du rock. Et là, quand l'humour est arrivé aussi, ça a été vraiment assez, j'ai envie de dire, nucléaire pour moi. Là. Tu sais, c'est rentré dans ma vie par hasard. Et ça m'a permis de joindre tout ce que j'aimais faire en même temps, c'est-à-dire de la scène, un peu de philosophie, un peu de sociologie, de la performance, faire rire, tout ça en même temps. Donc, dans ma famille, le français, c'est vraiment central et c'est un véhicule qui nous a aidés à tous dans chacun de nos domaines. J'adore ça. Moi aussi, c'est comme ça un peu. On dirait que j'ai vraiment eu la foudre de faire en français, puis parce que c'était important pour moi de parler français, vu qu'on était entouré aussi d'anglophones, nous. José, toi, tu viens du Québec, puis tu es rendu à Yellowknife maintenant, puis Mhm. tu fais des projets culturels là-bas. Peux-tu me parler un peu plus de ça? Ben ouais, moi aussi, je suis en minorité un peu là, ici, hein, donc ça, c'est bien différent. C'est ça, moi, je viens du Québec, mais j'ai habité pas mal en Ontario avant d'arriver à Yonge. Puis, fait que c'est ça, j'ai toujours été pas mal en milieu minoritaire. Puis,
Puis j'ai vécu un peu au Nouveau-Brunswick, Coco aussi. Moi, mon père vient de Campbellton, fait que, tu sais, à moitié acadien. Oh yeah! Puis, ben non, c'est ça, c'est un peu différent. C'est ça, moi, j'ai toujours été attaché tu sais, au Québec, puis je viens de là. Puis c'est sûr que je vais rester toujours québécois, mais c'est ça, ça change. Quand tu es dans un milieu minoritaire, quand tu vois d'autres choses, tu pas le même ça teinte un peu tes propos puis ton humour, puis c'est sûr que puis tu utilises pas le même vocabulaire non plus quand tu es ici, hein, ben, des fois, tu as pas le choix d'utiliser le mot anglais, puis sinon ça l'aide pas, tu sais. Comment tu as fait pour embarquer un peu plus dans le milieu culturel? Parce qu'on dirait que tu viens pas du milieu culturel à la base. Là. Quand tu es arrivé à Yellowknife, tu as commencé à faire des projets puis de la scène et tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Premièrement, moi, je suis pas humoriste, tu sais, je trouve ça drôle que Nive, il est ici pour dépanner, sa chum, mais moi, c'est comme le sommet de ma carrière, là, on s'entend, là, tu sais, là. Fait que, mais non, mais moi, j'ai commencé ici parce que j'ai déménagé juste avant la COVID à Yellowknife, tu sais, puis ici, t'as pas besoin d'être, dans le cercle, t'as pas besoin d'être dans la gang. Écoute, si tu veux t'impliquer dans la francophonie, ils vont te donner le kit, ils vont te donner un micro, puis ils vont te donner la console, puis tu vas faire un podcast, tu sais. Puis, puis c'est ça, puis j'avais eu l'idée de faire mon podcast, ça s'appelait «Pogné à Yellowknife», juste avant la COVID et puis quand la COVID est arrivée, ben là, on était vraiment pogné à Yellowknife, tu sais. Puis on pouvait pas sortir d'ici, C'est mais ça. on pouvait faire quand même des événements puis tout, fait que là, ça a comme un peu levé. J'avais un projet, mais il y avait à peu près rien que ça qui se passait en francophonie ici, fait que ça a fini par pogner. On faisait des shows live et tout, puis c'est ça, pendant que personne pouvait faire de show, pendant que personne pouvait se rencontrer, nous autres, on faisait quand même notre affaire, fait que puis de fil en aiguille, c'est ça, si tu t'impliques dans le journal, tu t'impliques après ça dans la radio, tu t'impliques dans ci, dans ça, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, il ton nom est associé à l'humour francophone, dans le Nord. De fil en aiguille, quoi. Nadia, toi, ton rapport à la francophonie? Je suis franco-ontarienne, donc je suis née, à Ottawa et j'ai j j'ai une mère francophone et un père anglophone. Donc j'ai longtemps dit que ça, c'est comme le typique franco-ontarien ou la typique personne hors Québec, de grandir avec comme les 2 réalités. Donc j'ai été élevée dans la culture francophone, je suis allée à l'école en français, mais je suis les 2. Je suis comme une 50-50 anglo-franco-canadienne. J'ai été francophone, mais j'ai jamais été culturellement attachée à ma langue, jusqu'à peu près 13-14 ans où je suis allée dans un gros jamboree scout guide et j'ai rencontré des scouts québécois. Puis ils étaient bien cute. Puis là, j'étais comme: «Oh oui, moi, je veux devenir une Québécoise. Je veux être comme culturellement attachée à la francophonie», mais je pensais que ça passait par le Québec. Je me suis dit: «Un jour, je vais marier un Québécois, je vais devenir québécoise, je vais déménager là-bas». J'ai accroché des drapeaux du Québec dans ma chambre. Puis tu vois, peut-être 9e, 10e année, oui, c'est ça, 9e, 10e année au secondaire ontarien. Heu, J'étais allée à un événement, les Jeux franco-ontariens, et j'ai découvert que j'avais pas besoin de devenir québécoise pour être une vraie de vraie franco. J'étais déjà quelque chose. J'étais franco-ontarienne. Fait que là, j'ai enlevé les drapeaux du Québec, j'ai mis des drapeaux franco-ontariens. Je me suis comme pitchée un peu dans la culture franco-ontarienne, puis dans l'espèce de patrimoine qui va au-delà de juste parler français, de la musique, tu sais, les spectacles, les consommer de la culture. Puis aujourd'hui, dans mon travail, ben, j'en crée avec ben, l'impro aussi, ça fait partie de mon cheminement. Donc, mon côté humoristique, ça vient de l'impro. Puis avec mon groupe Improtéine qu'on a fondé après l'université, avec mes amis, on continue à faire de l'impro, à faire de la télé, à faire des projets web, à faire toutes sortes de trucs en français. Donc, l'humour, ça m'a ancré dans le milieu culturel, disons. Fait que les trois, vous avez des expériences à travers de la francophonie, à travers du pays. Je serais vraiment curieuse d'apprendre un peu plus sur qu'est-ce que vous avez appris de ça. Toi, Nive, tu as fait les tournées pardon, pas la tournée, la tournée des rendez-vous de la francophonie. Tu as même Mhm. été porte-parole en 2020, je pense. Exact, avec Elie Sapi, ouais. C'est quoi, qu'est-ce que tu découvres quand tu viens à la rencontre de ces communautés-là dans d'autres parties du Canada? Le première grande réalisation, c'est moi, je suis né, j'ai grandi au Québec, j'ai été élevé avec ce sentiment de
francophones gaulois au milieu de la mer anglophone et que c'était nous les derniers résistants. Et là tu arrives à Saint-Boniface, quoi. Tu arrives à Winnipeg et tu rencontres les Franco-Manitobains et tu es comme, oh shit. Ok, eux, ils se battent pour vrai. C'est pas juste dans le discours, là. C'est comme, c'est tous les jours. Ou au Nouveau-Brunswick, tu sais, les Acadiens, moi, je me rappelle, après un show au Hubcap, on était dans la maison de quelqu'un, il était 2 3 heures du matin, et les jeunes Acadiens ont commencé à chanter une chanson, euh, j'ai envie de dire révolutionnaire presque, tu vois, de l'Acadie francophone. Et un gars de, allez, 19 20 ans, il m'a dit, moi, si je perds le français, je meurs. Et ça m'avait retourné, tu vois, parce que je pensais pas qu'il y avait ça hors Québec. On n'est pas au courant. Et là, tu voyages à travers le pays, Yellowknife, on a vraiment été partout là. Et c'est pas des Québécois qui habitent là-bas. Tu sais, un franco-manitobain, ça a son histoire. C'est Louis Riel. On a été faire des shows dans le rural de Winnipeg. Tu roules 3 heures dans rien. À un moment donné, il y a une église, 40 maisons. C'est là. Et c'est des gens qui conservent leur culture. Ça, c'est d'autant plus pour moi, Astérix et les Gaulois, que moi à Montréal ou au Québec en général. Tu sais. Fait que pour moi, ça a été cette première réalisation-là que le combat francophone, il est pan-canadien. Vraiment, vraiment. Nive, mon école secondaire, c'était Garneau. L'école Garneau, on était les Gaulois, c'était notre mascotte. Puis parce qu'on était puis même géographiquement, quand l'école a été créée, c'était une des premières francophones à Orléans, là, qui est en banlieue d'Ottawa, et on était entouré d'écoles secondaires anglophones. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la mascotte. Donc l'image, elle est vraie, puis dans les petites communautés ou même les grandes communautés hors Québec. Mais c'est vrai qu'on devient plus humble quand on se rend dans d'autres communautés francophones parce que même les franco-ontariens, on est comme ah, pauvre nous, on lutte comparé au Québec. Mais tu vas, tu sais, plus loin dans l'Ouest et oh là là, on, on devient très humble et on arrête de chialer assez rapidement sur notre situation. Et c'est un effort conscient des parents, des enfants. Tu sais, c'est un choix ils pourraient très facilement dire que c'est un truc de vieux, les anciens, nos parents parlaient, tu sais. Non, non, des jeunes, 13, 14, 15 ans, qui vont à l'école, qui parlent français et qui le font déjà avec cette intention-là de conserver leur culture, leur identité. C'est pas juste accidentel. C'est un choix difficile parce que c'est pas facile de demander le service en français dans un commerce et d'attendre 15 minutes que le gars finisse son break puis vienne te servir en français. Bon, j'attends pas 15 minutes, je change à l'anglais, mais de toujours le demander, c'est un effort constant. Et même quand j'étais jeune, acheter de la musique en français, là, on allait dans les disquaires quand il y en avait, puis l'album en français était jamais en vente. Tu sais, il fallait toujours que je paye le 30 ou le 25 pour mon album en français. Les albums en anglais, ils étaient en vente à 10 piastres. Donc, c'est un choix financier aussi, des fois, conserver sa culture ou sa langue. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est vrai que il y a vraiment, c'est plus conscient, comme tu dis, c'est plus un choix que tu dois faire au quotidien. Ici, moi, je vis au Québec maintenant, puis c'est sûr que c'est pas quelque chose, pas qu'il n'y a pas un combat il y a toujours un progrès à faire, évidemment, mais c'est sûr il y a quelque chose d'acquis aussi qui est vraiment beau au Québec. Et Protéines, vous avez fait des projets partout dans la province, notamment en télévision. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes aussi, faites des ateliers. Et je me demande à quel point les jeunes aujourd'hui ont cette ferveur-là de garder le français, parce que l'anglais, c'est très attirant. Oui, l'anglais, c'est vraiment attirant, puis ça l'est depuis longtemps. Même moi, quand j'étais au secondaire, tu sais, ça parle anglais dans les corridors, c'est dans la salle de classe qu'on parle français. Les profs, ils pourraient porter des T-shirts, avoir des bannières, parler français, parler français. C'était comme ça dans mon temps, c'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai 2 garçons de 12 et 10 ans et c'est une lutte constamment. Ils me parlent anglais tout le temps, parce que, tu sais, tout est le fun, puis ça brille en anglais, là, tu sais, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est leurs activités, leur sport, ça se passe en anglais dans nos communautés. Donc, de pouvoir entrer dans les écoles et donner des ateliers d'impro, c'est pas le prof qui dit apprends ta grammaire. C'est nous qui débarquent avec une activité le fun, avec de l'humour. Même qu'il y a fut un temps où on avait la pénalité de anglicisme quand on donnait des pénalités comme arbitre dans des tournois d'impro, mais on l'a enlevé, cette pénalité-là, parce que ça bloquait, ça jugeait, ça faisait hésiter les jeunes. Ils avaient peur d'embarquer sur la patinoire d'improvisation. Donc là, on laisse un peu libre cours aux accents, aux mélanges de langues, juste pour qu'on s'amuse et qu'on s'améliore, parce que c'est vraiment une lutte constante. Puis c'est la responsabilité, je pense, des gens du milieu culturel de créer des bons produits culturels, de la bonne musique en français. Il faut se battre au niveau de la qualité et au niveau de pousser plus loin
pour que les jeunes embarquent. Tu disais tantôt que des fois, le fait de se faire corriger, ça les éloignait de la langue. Vous avez fait des ateliers de création de capsules, je pense à Thunder Bay. J'aimerais savoir, quand vous travaillez avec les jeunes, tu remarques quoi de différent dans les différentes communautés, ce que les jeunes apportent quand ils font de la création? Premièrement, c'est nous, faut être unique et authentique à qui on est et leur montrer ça en début d'atelier, comme nous sommes qui nous sommes et voilà. Et ensuite, faut juste écouter et attendre et leur donner cette place. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vraiment avoir cet espace-là. Donc, une fois que ça sort, ben là, on pose des questions, on les challenge, on les juge pas. Le projet à Thunder Bay, c'était assez particulier parce que l'animateur culturel, il nous a dit: je veux que les jeunes disent leur vérité. On a fait une capsule vidéo avec eux. On a fait des ateliers de création, d'écriture, puis c'était vraiment leur opinion sur la francophonie. Et des fois, c'était des choses difficiles à entendre pour les adultes, difficiles à entendre dans les milieux scolaires, sur le fait qu'ils n'aiment pas ça parler français, que c'est plate ou qu'ils se sentent écrasés par tu sais, les rappels constants de parler français, parler français. Donc, dans cette capsule-là, ils me disaient un peu les vraies choses, des choses crunchy sur leur réalité. Puis je pense qu'il fallait, c'est comme, une catharsis. C'est catharsis? Là? C'est pas comme ça qu'on dit ce mot-là. Mais ce mot-là, ça les aide à un peu exprimer leur relation avec le français pour peut-être ensuite faire des choix différents ou les mêmes choix, mais de leur laisser la place de s'exprimer par rapport au français plutôt que leur dire comment ils devraient se sentir par rapport à la francophonie et comment ils devraient utiliser leur francophonie. Je pense que ça peut être très bon pour les jeunes parce qu'ils reçoivent des messages de partout. Puis c'est difficile, là, des fois, on le sait, là, quand on est ado et on se fait dire quoi faire, ben, notre réflexe, c'est de faire le contraire. Fait qu'on va les perdre. Tu sais. Donc, il faut juste leur présenter des moments pour s'exprimer, des trucs culturels où on peut les accrocher. Est-ce que vous voyez un impact après? C'est quoi les commentaires que vous recevez des jeunes en quittant souvent? Bien, ceux qui sont déjà mordus de francophonie sont bien contents, là, tu sais, ceux qui ne sont pas sûrs, des fois, sont comme: «Ah, OK, oui, je vais réfléchir à ça, je vais y penser», tu sais, avec le projet de Thunder Bay particulièrement, on a fait la capsule vidéo en 9e année avec eux et on est retourné les voir en 12e année pour voir comment leur processus de secondaire a été. Puis pour certains, l'expérience de la vidéo, d'avoir partagé leur vision de la francophonie, positive ou négative en 9e, ça l'a créé une curiosité qu'ils ont amené avec eux jusqu'en 12e. Certains sont devenus, tu sais, membres du conseil étudiant, ils ont participé à la fédération de la jeunesse, ils ont peut-être découvert des artistes francophones un peu plus, où ils étaient plus curieux, en 12e. D'autres ont dit: «Non, ça n'a pas changé rien pour moi. Tu sais, j'étais encore, bon, je vais à l'école en français, mais le reste de ma vie est en anglais». C'est correct aussi parce que juste de leur dire: «Regarde, tu fais partie d'une communauté, si tu veux que ça fasse partie de ton identité, on est là, on t'accueille». Parce que l'adolescence, c'est là qu'on crée notre identité, qu'on cherche. On cherche beaucoup. Ça ouvre une porte, puis c'est à eux de rentrer ou pas dans cette porte-là. Aussi pour les jeunes, ils nous ont dit, il y a tellement de causes aujourd'hui, tu sais, l'environnement, la politique, la guerre, la paix, c'est plus gros que la francophonie pour eux. Tu sais, moi, à mon époque, c'était la francophonie, c'était notre grande lutte. Puis c'est correct aussi parce qu'ils ont raison, il y a des grosses, grosses luttes à part la francophonie. Moi, j'admire beaucoup ce que vous faites parce que je trouve que l'humour, c'est quand même un grand vecteur de changement. Puis c'est ça que si on veut attirer les jeunes vers la francophonie, pour moi, l'humour, c'est vraiment une bonne porte d'accès. Tout simplement parce que quand on trouve les affaires drôles, ben là, on trouve ça plus cool, on trouve ça le fun. Ça nous donne envie de continuer là-dedans. Toi, ça t'interpelle-tu dans ta réalité, José? Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans ta communauté présentement? Parce que là, tu dis que tu as resté partout dans le Canada. Culturellement, ça a l'air de quoi le milieu de Yellowknife? Il y a une bonne communauté francophone quand même ici. On n'est pas beaucoup, là, tu sais, je veux dire, on est, Yellowknife a 20 000 habitants, je pense 22 000 peut-être, puis on doit être à peu près 1000 quelques francophones, tu sais. Mais une chose que je trouve vraiment intéressante ici, par contre, c'est que les gens ont un intérêt vers le français, même s'ils sont anglophones, même s'ils sont francophiles, ils essaient d'envoyer leur enfant en immersion. Je trouve ça bien intéressant, c'est particulier comme endroit, mais il faut vraiment que je fasse un effort pour ne pas perdre mon français, malheureusement. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu plus la communauté francophone, tu sais, peut-être plus sur un point de vue, les services, c'est en français? Y a-t-il des services de base en français? C'est quoi les écoles et tout ça? J'aimerais ça savoir un peu plus, avoir un portrait plus sur la survie culturelle là-bas. Il faut savoir qu'il y a, ben, il y a une grosse communauté francophone historiquement aussi au TNO. Tu sais, ça a été colonisé beaucoup par bon,
la compagnie La Baie du Dijon, puis il y avait beaucoup de trappeurs francophones. Fait que, tu sais, t'as des endroits, t'as des gens qui s'appellent Beaulieu, ils le prononcent massacre, là, ils disent, je pense qu'ils appellent ça Beaujou, Beaujou. Ah oui, Beaulieu, OK, I guess, mais c'est ça, tu sais, donc il y a une certaine, il y a une certaine histoire francophone ici. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est, euh, il y a des services, il y a beaucoup de services. En fait, il faut savoir que c'est ça, le français, ça se trouve être une langue officielle ici aussi au territoire du Nord-Ouest. C'est bilingue? On a C'est une 11 province langues bilingue? officielles ici. Fait que, ouais, c'est, c'est plus OK, que ça, bilingue, là. plus que bilingue. C'est Euh, polyglotte. J'étais comme le Nouveau-Brunswick? c'est Non. pas deux ici. Non, c'est ça. Avec toutes les langues, ben, il y a le français, l'anglais, toutes les langues autochtones. Mais le français est officiel dans le sens que toutes les communiqués officiels du gouvernement, etc., doivent se faire en français. Donc, il faut avoir un certain niveau de service en français. Donc, on a une association franco-culturelle. Si à Yellowknife, je pense que Nive, tu es venu avec eux. D'ailleurs, on a une fédération franco-ténoise, il y a un journal en français qui s'appelle L'Aquilon, il y a Radio Taga, qui est aussi qui est la radio locale francophone. Donc, on a tous ces services-là. Il y a une école francophone aussi, l'école Alain Saint-Cyr, qui est primaire secondaire. Mais donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en français quand même. C'est une langue officielle ici. Hmm. Est-ce que tu penses que l'humour, ça apporte pour justement bonifier la survie du français dans les territoires du Nord-Ouest? Ben, t'en parlais tantôt, tu sais, il faut avoir une proposition culturelle pour que les gens s'intéressent à cette culture-là. Puis, tu sais, la langue est au cœur de la culture, là, je pense. Donc, avoir de l'humour, avoir des cabarets taïga, justement, que j'ai animés, tu sais, ça ramène tout le monde, puis, tu sais, ça intéresse les gens à cette culture-là, puis à faire partie du cercle francophone, puis à s'investir, puis à faire vivre ça. S'il y a personne pour le faire vivre, ça marchera pas, là. Ça va mourir. Est-ce que tu trouves que le public rit des mêmes affaires dans les différentes régions dans lesquelles tu as été? Moi, c'est quand même quelque chose qui. Puis ça, je pense que c'est une question vraiment pour tout le monde. On rit-tu des mêmes choses partout, tu sais, les mêmes blagues, les mêmes angles? Ouais, c'est oui et non la réponse. Exact, oui et non. Il y a des choses qui sont très communes en tant que Canadien, citadin. Je veux dire, dès que tu as une voiture et de l'électricité, tout le monde connecte. Mais il y a des différences culturelles marquantes. Mettons, moi, je reviens encore à Winnipeg, mais c'est là qu'on l'a découvert, cette différence culturelle-là. Tu sais, au Québec, on sacre beaucoup sur scène. C'est comme, c'est pas du tout tabou de sacrer. Et, euh, et on arrive à Winnipeg et on fait nos spectacles d'humour. Puis il y a des sacres, des tabarnaks, des colis. Mais les gens là-bas sont encore très religieux. Ils vont à l'église. Et tous les dimanches. Et là, ils étaient offusqués. Tu vois, c'était même pas une question de ah, nous, on fait pas ça. C'est comme, mais pourquoi tu parles du Seigneur comme ça, là, tu sais? Et on a une adaptation, une vraie affaire. Ah, oh, ok, 2 secondes, il faut ralentir. Il y a aussi des endroits où ils sont plus conservateurs que d'autres. Il y a une certaine liberté ici de pas mal tous les sujets sur scène. Donc, c'est pas, on rit des mêmes affaires, mais je pense que des fois, l'approche est différente. Le mot phoque, là, je le dis comme ça, au Québec, ça passe beaucoup mieux qu'en Ontario parce qu'au Québec, c'est un sacre en anglais. Donc, c'est comme on dirait que c'est comme pas un vrai mot et même, quand on fait de la télé, c'est un mot qu'on peut dire au Québec à la télé parce que c'est un mot anglophone, ça passe un peu dans le beurre. Tu dis ça en Ontario, ça a un poids immense. C'est comme le roi des sacres. Donc il faut vraiment l'utiliser à petite dose ou au bon moment ou l'éviter carrément. Donc juste ça, tu sais, si on fait une émission qui est pan-canadienne, il faut faire attention à quel mot on utilise parce que des fois ça passe ou ça passe pas. Donc oui, définitivement au niveau des sacres, on voit des différences. Et toi, tu es en tournée présentement, Nive, là, tu vas partout au Canada. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent au Québec qui ne marchent pas ailleurs, mis à part peut-être les sacs? Comme, t'as-tu déjà été surpris par une réaction que tu as eue du public?
Plus maintenant. Ça fait quand même 16 ans là que je fais de l'humour, donc j'ai comme trouvé moi-même sur scène. Tu sais, avant, j'étais, mettons, très montréalais dans mon humour. Je parlais des trucs bêtes, là, du taxi, du métro. Tu arrivais à une demi-heure de route de Montréal, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de métro, là. Fait que, tu sais, moi, il y a une évolution de thème ou d'approche. Ce que j'ai remarqué, moi, le plus, c'est l'accueil. Les gens sont excités de venir voir un show live en français. On en reçoit des messages même après les spectacles. Merci d'être passé nous voir. Donc ça fait une remise en question d'une part, de genre oh je suis pas juste un clown quoi. Il y a quelque chose à apporter aux gens et ils te le rendent bien. Alors de voir ce rapport au public qui devient très tight très vite, ça j'ai adoré ça. Ouais ouais vraiment. Ben, je voulais rajouter au niveau des jeunes, c'est un peu la même chose parce que nous, on fait des spectacles d'impro dans les écoles et quand ils nous présentent, puis ils disent ils sont franco-ontariens, les yeux font comme ah! Parce qu'il y a tellement de spectacles québécois qui se promènent dans les écoles, de dire ah! Ils viennent d'Ottawa, ils viennent de ma Oui oui oui. province ou ils viennent, tu sais, d'un milieu minoritaire. Les jeunes sont comme ah! OK, je peux faire des spectacles, je peux faire de l'humour, je peux faire des folies en français sans être québécois aussi. Il y a comme comme un petit déclic, tu sais, qui se fait. On appelle ça des modèles accessibles. Donc, tu sais, c'est des gens qui sont dans leurs écoles, pas juste des gens qui sont à la télé. Un peu comme Nive, tu sais, les gens vont te voir Exact. en ligne ou à la télé et là, tout à coup, whoop, tu es dans ma salle de spectacle. Il y a comme cet accès. Les Québécois ont un sort système où ils peuvent croiser, je sais pas, Louis Morissette dans la rue, tu sais, mais les gens à l'extérieur du Québec, on croise pas les gens qu'on voit à la télé dans la rue. Donc, quand Ouais. on va les voir, tu sais, je prétends pas que je suis une grande star, tu sais, mais quand on va voir, les gens sont comme oh wow, yes, il y a vraiment un beau moment là, de rockstar qu'on peut ressentir. Puis on parlait tantôt, Coco, de qu'est-ce comme si on rit aux mêmes choses ou pas aux mêmes choses. Moi, j'aimerais un peu lancer le thème de l'autodérision à tout le monde parce que je trouve que dès qu'on est minoritaire, que ce soit linguistique ou culturel ou tu sais, de background ou de peau, comme l'autodérision, c'est comme le premier mécanisme de l'impro, pas de l'impro, mais de l'humour, où au lieu de se faire taper dessus par les autres, on se tape dessus nous-mêmes, mais de façon drôle et en contrôle. Et ça devient un peu comme le mot d'ordre humoristique des minorités. Comme une façon de se présenter dans un certain sens. Ouais, et puis on utilise beaucoup l'autodérision, partout au pays là, quand en francophonie aussi, c'est comme ça devient un peu notre carte de visite là, au niveau de style humoristique. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, les autres? Moi, je suis d'accord, c'est sûr. Je me présente en tant qu'Acadienne constamment. On dirait qu'il y a quand même quelque chose qui doit être dit pour pas que les gens accrochent là-dessus. Tu sais, j'essaie que ça soit pas la prémisse de mon identité sur scène, mais c'est sûr qu'il y a toujours un élément de dérision qui vient. Moi, Il faut l'accuser. ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle un collègue acadien, Jesse Surette, un copain à nous qui est humoriste, il faisait une blague, il dit là, vous entendez mon accent, c'est parce que je suis acadien, pas attardé. Et il le nommait dans les premiers deux, trois blagues, et ça pétait toute l'interrogation de pourquoi il parle comme ça, lui, c'est quoi, qu'est-ce que. L'abcès est percé, là, on continue, tu sais. Parler de soi, ça peut être universel, tu sais, je pense à Nive qui est là, il parle de lui sur scène, tu sais, du fait qu'il est un juif arabe mais ça vient chercher le monde parce que tout le monde se sent unique puis différent, tu sais, fait que c'est drôle comment ce thème-là est comme universel, tu sais, alors que si moi je fais une joke de block heater, ça marche ici là, une joke de block heater, mais Montréal, il y a personne qui sait c'est quoi, tu sais. Mais je pense que c'est plutôt l'histoire de. Ça passe par. Tu sais, générer du rire, tu peux le faire de plusieurs façons, tu vois, à tes dépens, en dénotant une situation commune, mais le fait de parler de soi ou d'accuser ces thèmes-là, tu sais, moi, je monte sur scène et même dans la vie, là, ça a toujours été difficile de me sizer. J'ai une tête d'arabe, mais j'ai aussi une tête de portugais. Est-ce que, tu sais, après, je parle de hockey, je prends l'accent québécois, les gens capotent. Donc, à un moment donné, c'est même pas une question d'accuser ou quoi que ce soit, c'est juste faire comprendre que ce qui nous relie, en l'occurrence la francophonie, ou la vie, même si tu n'es pas juif ou tu n'es pas arabe, ou tu en as rencontré ou pas, et tu es capable de dénoter une complexité ou quelque chose qui rend cette personne devant toi unique. Et les gens, ils aiment cette authenticité, j'imagine, de raconter son parcours et tu sais, moi, cette phrase de «Ah, je vois pas les couleurs», t'es bizarre, toi, tu vois, t'es quelqu'un de bizarre. Parce que tu sais, quand tu rencontres Coco, moi je m'en rappelle, et les Acadiens, c'est vrai en général, ils ont un accent tellement typique
beaucoup vont switcher à l'anglais en pensant que c'est des anglophones qui essayent de se démerder. Et là, quand tu arrives deep, là, tu vas à Caraquet et tu vas dans les endroits où c'est des l'Acadien pur et dur. On parle pas anglais là-bas, mais ils sont pas contents, là, tu sais. Donc, c'est de l'accuser, des fois, ça permet de créer ce pont-là où on se dit, ah, ok, 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 c'est juste une autre histoire, mais la fin, elle est la même, là, on parle français. Ouais, nous, on aime ça se présenter avec une protéine comme franco-ontarien, puis on dit, donc ça veut dire qu'on parle mal en français, puis on parle mal en anglais. Donc voilà. On est on est tout croche partout, pas grave. On se lance, tu sais? Puis ça met les cartes sur table, tout le monde a comme des référents communs, puis après ça, on peut passer l'heure à s'amuser, ensemble, puis on y va, tu sais? Puis comme nous, avec les Exact. protéines, on fait une revue de fin d'année, un peu comme notre bye-bye de fin d'année hors Québec, là. Donc on faut parler à toute la francophonie canadienne en, tu sais, un 45 minutes. Donc on essaie de faire des petits sketchs ou des petites histoires ou parler d'actualités un peu partout au pays. C'est difficile parce que pas tout le monde a vécu la même actualité locale ou la même actualité provinciale ou nationale dans l'année. Donc, il faut toujours mettre carte sur table. Chaque fois qu'on présente un peu un moment humoristique sur l'année, faut mettre en contexte les gens. Donc, on le fait même dans notre revue humoristique. J'imagine que vous le faites en spectacle d'humour aussi. Donc, il faut juste se donner tu sais, un 30 secondes pour se mettre tous sur le même piédestal. Puis après ça, on peut s'amuser avec, avec le reste du show. Trouvez ça, vous, ça épuisant par moment de devoir tout contextualiser? Non, comme un petit 30 secondes pour contextualiser, ça permet d'avoir ensuite 1 heure de plaisir ou un 15 minutes de plaisir ou, tu sais? Mais tu sais, c'est comme, mettons, quand on voyage, là, mettons, tu as déjà été dans un tout inclus, là, dans le sud, tu arrives, bon, il y a des gens de partout dans le monde qui se remettent, qui sont là. Alors, il y a le premier, tu viens d'où? Ah, moi, je suis allemand, je suis là en vacances, toi, québécois, ah, c'est quoi le Québec? Tata. Mais moi, c'est juste une salutation, là, tu sais, on serre la pince, on se dit de quoi on va parler, et dans l'humour, en tout cas, même si on parle techniquement, c'est juste plus efficace après. J'aimerais revenir sur les accents parce que tu as dit quelque chose que je trouvais vraiment beau, Nive. À un certain moment, tu avais déjà dit que l'accent, c'est comme un épice. Pour moi, l'accent, parce que, tu sais, moi, j'ai commencé l'humour, ça fait 16 ans, tu vois, et on était la saveur du mois, sans mauvais jeu de mots, mais l'humour ethnique, puis, tu sais, il y avait un label pour ça, puis c'était avec Rachid Badouri, Eddie King, moi, Adib Al-Khalidé, tu sais, on était comme une gang qui arrivait, qui n'était pas québécois, catholique, blanc, classique, mettons. Et on m'a souvent demandé, tu trouves pas que c'est touchy, appropriation culturelle, tu fais des accents? Et la réponse à ça que donnaient les gens eux-mêmes, c'est oui, mais toi, tu peux, parce que, tu sais, c'est pas d'ici vraiment, mais oui, mais. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ça, parce que je me dis, euh, oui, c'est une épice, l'accent, dans le sens où c'est une autre couleur à rajouter dans l'image que tu es en train de peindre, là, tu sais. Et je me suis toujours dit, l'accent de quelqu'un, ça raconte son histoire. Tu sais, les Acadiens particulièrement, tu vois, en écoutant leur accent, leur parler, leur façon de construire leurs phrases, etc., tu comprends ça fait combien de temps qu'ils se battent, à peu près. Tu comprends quand leur français, il a commencé, ou du moins, tu sais, il y a des tournures de phrases au Nouveau-Brunswick, en Acadie, même en Nouvelle-Écosse, tout ça, où c'est comme, ouais, c'est pas il y a 20 ans que cette construction de phrase, elle existe. Ça a 200 ans, ça. Et le chiac, entre autres, avec l'anglais, tu comprends tout ce combat-là. Oui. Ça en dit beaucoup sur la dynamique culturelle aussi, ça. Exact, exact. Alors, moi, quand j'entends un Sénégalais parler français avec un accent immense, tu l'entends, la colonisation, là. Tu sais. Et pour moi, je vois pas les couleurs, encore une fois. Non, non, vois-les, man. Vois-les. Moi, mon identité, comme je dis toujours, quand je montais sur scène, ah ouais, toi, t'es un Français. Non, non, je suis pas français, man. Je suis juif marocain de Ville-Saint-Laurent. C'est ça l'accent. Tu comprends? C'est ultra niché communautaire. Donc, mais je me défendais à la blague, évidemment, mais c'est. Moi, tous les accents que j'ai croisés dans ma vie m'ont raconté une histoire. Quand j'étais à l'école secondaire, on était 90 nationalités. J'étais dans une école française à Montréal, là, le collège Stanislas. Et on parlait tous français, mais pas avec les mêmes couleurs, même, pas avec la même histoire, pas avec le même vécu. Et pourtant, on était dans la même cour d'école, sur la rue Van Horn à Montréal, là. Fait que d'essayer d'uniformiser ça, tu sais, vous en faites peut-être du doublage, on parle à français international. Oui, mais à qui tu t'adresses, ultimement, là, tu vois? Et les franco-ontariens, les franco-manitobains, quand tu arrives en Acadie, tout ça, c'est riche
de vécu et d'épices. Tu sais, moi, si je te fais un plat marocain, ben, il va avoir du cumin, il va avoir du paprika, il va avoir... C'est ça que tu goûtes, la bouffe marocaine. Sinon, sel, poivre, ben, du poulet, c'est du poulet, là, sel, poivre. Tu sais, mais un tagine de ma mère, il n'y a pas que sel, poivre. Il y a tout ça. Il y a aussi le côté en improvisation où on crée des personnages. On s'est beaucoup éloigné de l'imitation des accents. Donc, je pense que c'est célébrer l'accent propre à chacun, dans le monde de l'humour et du spectacle. Mais en impro, si j'ai bien compris, même à la LNI, je pense qu'ils font plus d'accents qui ne sont pas le leur. Ou un peu la règle d'or, c'est fou, mais c'est de dire les accents des oppresseurs, on a le droit de les faire, mais pas des oppressés, tu sais? Comme on peut faire un accent peut-être allemand, par exemple, ou un accent, tu sais, d'Angleterre, mais les autres, là, on évite souvent les autres accents. Puis même des hommes qui jouent des femmes en impro ou des femmes qui jouent des hommes, on en voit de moins en moins. Parce qu'une femme peut être n'importe quel personnage ou un homme peut être n'importe quel personnage. Donc, on évite d'aller imiter les autres en improvisation de plus en plus. Mais tu sais, quand j'étais jeune, on imitait tout le monde, là, tu sais, pour le meilleur ou pour le pire. Pour moi, ma règle d'or, j'ai vraiment l'impression, c'est que si je peux pas rendre justice ou si j'ai pas assez de connaissances sur la culture, c'est sûr que j'irai pas là. Mais ça devrait être ça le gauge. Tu sais, parce que tu disais, ah, les oppresseurs, les Allemands. Mais quand est-ce que tu commences à compter? Les Romains ont défoncé les Allemands. Pour te dire, moi par exemple, et ça m'a souvent été posé la question, c'est pour ça que j'en parle comme ça, c'est, tu sais, moi j'ai fait l'accent haïtien à Port-au-Prince, en Haïti. Yes. OK? Et j'ai eu un standing ovation au Wow! milieu du numéro. Parce que eux, ils se disaient comment le blanc, parce qu'il faut dire en Haïti, blanc, c'est pas une couleur de peau, c'est est-ce que tu es haïtien ou pas. Donc Eddie King, mon ami congolais, bien noir, en Haïti, c'est un blanc. Tu comprends? Donc, de voir quelqu'un célébrer ça. Parce que un accent, il y a deux possibilités. Tu vois, on parle de l'accent africain, entre guillemets. Tu prends Michel Leb, par exemple, dans les années 80, c'est raciste, colonialiste, c'est pratiquement un singe. Et il le dit, tu vois. C'est intense à souhait. Mais moi qui ai vécu avec ces gens-là, qui ai grandi avec ces gens-là, qui est capable de dénoter les nuances, au début, je le faisais même. L'accent sénégalais, c'est pas l'accent camerounais, c'est pas l'accent congolais. Bon, les gens ne suivaient pas parce que c'était trop niché, mais donc j'en ai fait un hybride un peu que les gens savaient. Mais quand tu parles aux gens concernés, ils te disent merci. C'est comme les blagues avec les handicapés. Ah, on n'a pas le droit de toucher. Il n'y a pas un handicapé qui est vexé là quand tu parles de lui en ce qu'il est. Et les humoristes qui le font bien ont un succès incroyable parce qu'ils le font bien. Et l'intention, elle est respectueuse et elle est inclusive pour vrai. Mais moi, c'est une glissade de dire ah, on fait pas ça parce que moi, je ne suis pas. Mais ça veut dire quoi? Ce qui est bien respectueux pour un n'est peut-être pas non plus pour l'autre. Donc, il faut, tu sais, ouais. Puis chapeau aux gens qui le font parce que c'est encore plus applaudi parce que c'est risqué. Donc, quand on se permet de le faire et de le faire bien et de prendre la chance et d'aller vers l'autre, surtout en humour, je pense que l'humour, c'est un peu un bon véhicule, là. C'est un C'est bon plus facile que véhicule. dans d'autres Ouais. contextes, mais quand c'est réussi, c'est tellement applaudi. Puis quand c'est pas réussi, ben, on dit: «Bon, OK, ça a pas fonctionné, j'arrête ou je m'améliore ou on passe à autre chose». Donc Mais il y a d'autres domaines. Tu sais, moi voir un band de reggae par des blancs de la Californie, mais si c'est du bon reggae, c'est du bon reggae, man. J'en ai à foutre s'il est jamaïcain ou pas. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que ça sert de faire de l'humour en français, surtout en contexte minoritaire? Peut-être Ça comment? paye l'hypothèque. Ouais, l'argent. Première des choses. Mais mettons, commençons avec José. Toi, c'est clair que tu vois un impact là, sur les gens autour de toi quand tu fais des projets et tout ça. Oui, puis, tu sais, on apprécie je pense qu'on a besoin d'humour partout, là, c'est pas compliqué, tu sais, en milieu minoritaire ou non, mais ici, c'est sûr que, ouais, ça teinte un peu nos propos, là, veux pas, là, tu sais, puis ouais, c'est ça, puis on apprécie quand il y a aussi, des artistes comme Nive. On a eu, Mona Grenoble qui est venue, qui est venu? Dominique Paquette, c'était super, tu sais, je veux dire, puis ça ramenait vraiment, tout le monde ensemble, tu sais, fait que non, c'est important partout. Nive, je me demandais, pour toi, est-ce que tu vois l'impact quand tu vas dans les... Ben, tu as répondu un peu, mais j'aimerais t'entendre plus parler là-dessus, mais tu vois-tu l'impact quand tu vas dans des communautés minoritaires? Ouais, d'abord, beaucoup de gratitude, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, de leur part, d'être venus nous voir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent et c'est de tous âges.
des personnes âgées qui se battent depuis longtemps, jusqu'aux tout jeunes. Eh, c'est donc bien cool d'avoir accès à un show live. Merci. Donc, il y a ça. Et il y a aussi cette espèce de... C'est comme une communion, là, tu sais, une célébration de... Les plus âgés, ils ont une phase de dire à leurs jeunes, ah, je t'ai dit que c'est cool, la francophonie. Et tu as les jeunes qui sont comme, oh waouh, on fait partie de quelque chose. Et que ce soit en musique, tu sais, je me rappelle la fête France-Asquoise, là, on était à Saskatoon, dans un espèce de ranch immense, man. Et le line-up ce jour-là, c'était Marie-Carmen pour les enfants, qui était une rockstar, man. Elle a rempli la place. Il y avait Alpha Rococo et moi. Donc ça frappait vraiment diverses générations, divers genres, mais au final, on célébrait tous cette francophonie-là. Et je pense que on n'est pas, ou du moins, c'est quelque chose qui se passe à l'interne, je pense, ces combats-là, et on le vit au quotidien, une remarque, un commentaire, et à un moment donné, quand il y a cet exutoire-là de vivre ton identité, que ce soit culturelle, religieuse, tu sais, des festivals, ça existe dans l'humanité depuis toujours comme une célébration, là, tu sais, choisis la culture que tu veux, il y a un moment où tout le monde a dit, OK, je suis pas riche, t'es pas pauvre, je suis pas grand, t'es pas petit, aujourd'hui c'est la fête, et des vieilles cultures, là, je pense en Amérique du Sud, les cultures précolombiennes, là, ils décidaient qu'un jour, ils brûlaient la récolte pour tout le monde. On est en mode, on célèbre, et on retrouve ça. Là, on prend le temps d'y réfléchir, mais on le retrouve dans les festivals, même en région, hein, même au Québec, en région. Tu l'as fait, Coco, tu sais, des fois, on va en Ouais. Abitibi, on va au FAT. C'est vrai que quand plus c'est loin, plus ils sont contents. Il y a moins ce côté blasé. Tu sais, à Montréal ou en France, tu peux voir des shows tous les jours. Et ce côté, hey, on se met toute la gang, on est dans le même champ, on est dans le même stade, on est dans le même aréna, on est dans la même salle. Ils ont tellement l'habitude de se battre que dans ces moments-là, il y a vraiment, c'est comme exactement comme tu dis, c'est la fête. Puis ça montre à quel point ces gens-là ont une envie justement de que ça vive. Fait que pour moi, effectivement, c'est à fêter. Je passerai au dernier bloc. Mais ça, je suis quand même curieuse, Nadia. Je sais que vous avez fait des spectacles au Québec, mais vous vous concentrez vraiment sur les communautés francophones partout au Canada. Y a-tu une raison pour ça? C'est-tu vraiment votre mission principale, c'est vraiment de... Notre mission principale, ça a toujours été l'Ontario, les Franco-ontariens, mais là, ça a comme débordé dans les autres provinces hors Québec où les gens vivent un peu cette même réalité-là. On parlait de différence d'humour. C'est plus facile de faire nos gags et nos jokes et notre parler est plus facilement reçu dans le hors Québec parce qu'on a l'habitude de la variété des accents, de la variété des références, des différences entre provinces. Ils ont l'habitude d'accueillir des gens d'ailleurs dans leur salle de spectacle. Donc, je pense qu'ils arrivent avec une approche de ça va être différent ou ça va être propre à la réalité de la personne sur scène. Au Québec, des fois, les référents sont un petit peu plus communs. L'accent est un peu plus fermé, je pense. Là. Je n'ai pas beaucoup fait de spectacle là-bas. Donc, je pense qu'il faut arriver au Québec, puis ça prend un petit peu plus de temps de mettre en contexte, d'expliquer avant que, oups, ça parte. Avec nous, notre spectacle d'impro, c'est différent chaque fois. Donc, tu sais, on prend les référents des gens ou les idées des gens ou les désirs des gens et on les met sur scène. Donc, on n'a pas à adapter un spectacle déjà écrit. On l'écrit avec les gens dans la salle. Donc, ça, c'est vraiment la beauté de l'improvisation. C'est que, bon, vous voulez parler de ci, de ça, ou tu sais, vous voulez qu'on tente un accent haïtien, on va l'essayer, vous rirez de nous parce que ça sera pas bon. Ou même, tu sais, des fois, les jeunes, ils nous disent: «Faites une chanson en K-pop». OK, mais ça sera pas bon. Alors, on essaie, ça marche pas, on rit en gang, on crée ce spectacle avec eux. Donc, c'est la beauté de l'improvisation, peut-être contrairement à un stand-up déjà écrit où c'est plus difficile d'adapter à moins qu'on fait du crowd work. Mais, tu sais, on est chanceux, on a un petit tour de passe-passe là, pour aller rejoindre les gens partout au pays. Je me demandais avant de terminer si vous avez peut-être des questions que je vous ai pas posées, que vous aimeriez parler de, ou des questions l'un pour l'autre, quelque chose que quelqu'un a dit qui vous rend curieux, des commentaires pour l'un pour l'autre. Et moi, je voulais juste dire à Nive que je l'ai vu ton show, super bon, c'était vraiment. Puis merci d'être venu parce que t'as raison, c'est pas tout le monde qui fait un run. Tu parlais de ton père qui achète en grosse quantité, puis qui en a pour des années, tu sais. Et puis, j'ai acheté, il y avait, écoute, un deal sur la moutarde de Dijon, 1,50 pour 4 kilos.
Puis là, je l'ai acheté, puis j'ai ramené ça chez nous. Puis là, j'ai eu un moment en me disant, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que j'achète de la moutarde, disons, avec 4 kilos, là. Pas vrai, là? Fait que j'ai eu un Ouais, petit frère, moment. ça fait Ouais, c'est ça, beaucoup. ça m'a mis face à ma propre mortalité, pour vrai, là. J'étais comme, c'est peut-être la dernière Oh fois, my tu sais. God, j'adore ça! Ça veut dire qu'on vieillit, man. On devient des bonhommes tranquillement. C'est C'est ça que fou, ça hein? veut dire. C'est la dernière fois de ma vie que j'achète de la moutarde Dijon! Tu te rends compte que t'en mets pas tant que ça de la moutarde, là. Là, une petite moutarde terre, Ouais, tu ouais, sais, je c'est veux dire, ça. tu prends pas C'est ça. 3 kilos, là. Ouais, je pense à toi. J'adore. Excellent. Excellent. J'ai une question pour toi, Coco. Est-ce que pour ce show-là, là, c'est-tu comme on rit pareil? Hein, on rit pareil, là, tu sais? Ou c'est comme on rit pareil même si c'est pas drôle, tu sais? Même si c'est difficile, on rit pareil. Non, je pense que ça vient chercher puis justement, c'est ma question finale, c'est est-ce qu'on rit pareil? Hem, c'est à vous de répondre, mais reste que je pense que c'est plus dans l'optique de essayer de trouver les choses qui connectent les communautés francophones du Québec et hors Québec, Ah. évidemment, parce que là, il y a des invités de partout. Voir qu'est-ce qui nous connecte, voir qu'est-ce qui nous rend unique. Est-ce, tu sais, fait que c'est pour ça, est-ce qu'on rit pareil? Je pense que at large, pour utiliser un bon mot français, at large, oui. Et après, non. Et c'est ça qui fait le bonheur. C'est ces petites variétés sous un même thème qui font qu'on peut tourner à travers le pays et aller voir toutes ces communautés-là, quoi. Je suis complètement d'accord parce que moi, j'identifie beaucoup avec les communautés francophones en Québec, les gens de l'Ontario. À chaque fois que je vais en Ontario, moi, je sens qu'on a un bagage culturel qui est vraiment similaire. On a un vécu qui est similaire. Évidemment, il y a des différences, mais reste que pour moi, le combat est, tu sais, évidemment, les Acadiens, ils ont leur propre bagage, là. Il y a eu la déportation des Acadiens qui a beaucoup affecté la population et tout, mais reste que on est des francophones en milieu majoritairement anglophone. On se bat pour parler en français, on est passionné par le français, on est intéressé par notre culture locale, la culture d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à consommer au Québec, là. Moi, je dirais, on rit, bah, on rit pas nécessairement tous pareil, mais on veut tous rire. Donc, rions. Et les gens qui sont ouverts au rire et ouverts aux autres vont rire. Et ceux qui sont fermés aux autres, ben, qui restent chez eux, tu sais, puis ils riront pas, puis ils pleureront. Mais nous, on a le goût de rire, on rit. Voilà. Puis si on n'est pas pareil, ben, on trouve une façon de se rejoindre, puis on rira. Voilà. Je suis quand même d'accord. C'était bien dit, ça, Nadia, bravo! Merci tout le monde, vous avez été vraiment incroyables, vous avez été très généreux, j'apprécie beaucoup. Puis j'espère que vous réalisez à quel point ça a un impact, ce que vous faisiez tout individuellement dans vos catégories, là. C'est vraiment important parce que, tu sais, on en a parlé beaucoup dans les autres shows, mais mettons, Nive qui était en tournée, c'est pas toujours les shows les plus payants, mais c'est le public apprécie tellement. Tu sais, Louis-José a capté son show au Capitole à Ouais, Moncton. exact. On en a parlé, Louis et José dans le premier épisode. Puis, il est retourné à chaque fois, même si c'était pas le plus payant, parce qu'il sentait que c'était une des places où il y avait eu le plus de plaisir. Crazy. Exact. Vraiment, vraiment fou, là. C'était malade. Ouais. C'est ça. Fait que c'est très apprécié. Puis, tu sais, c'est important, les jeunes, c'est important de garder la vitalité des communautés. Fait que merci vraiment d'avoir participé aujourd'hui. C'était vraiment super. Un grand merci à nos invités du jour, Nadia d'Improtéine, José Audet et Nive. On rit pareil est une série produite et réalisée par La Liberté et par la FCFA du Canada. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec via le ministère de la langue française. À bientôt!